d'abord, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup d'émotions parce qu'il se trouve que Moissac, c'est pas très loin d'un endroit où j'ai habité pendant très longtemps. Je connaissais pas mal de, comment on va dire, de moniteurs. Je ne sais pas si on parlait à l'époque de Louveteau, et si la même hiérarchie était respectée par les deux animateurs sous la direction de Robert Gamzon. Moi, je dirais que ce soir, alors que Israël, alors que le peuple juif vive des conditions difficiles, ce livre, La maison des enfants, c'est un espoir magnifique. C'est un espoir magnifique parce qu'il montre comment toute l'équipe des EI a réussi à sauver ses enfants avec les justes de Moissac. Les justes de Moissac. Des gens qui n'ont pas fait de bruit, des gens qui sont restés dans le silence, qui ont agi. Quand en 1943, il y a eu une menace de rafle, eh bien, on a trouvé des moyens de pouvoir sauver tous ces enfants. Et si vous voulez, ce soir, nous, on va parler très peu avec Pierre-Roland Saint-Dizier, si tu en es d'accord. Alors, Pierre-Roland Saint-Dizier, juste un mot, mais c'est un dangereux récidiviste, puisque ceux qui étaient dans cette salle le 2 avril 2024 ont passé une soirée d'une très très grande qualité avec des étudiants d'Albi, avec le Père des Bois, avec toi. Ce livre que je vous conseille d'acheter, d'ailleurs, j'ai vu que ça marche bien et l'éditrice qui est là-bas au fond, à mon avis, elle se frotte déjà les mains en se disant j'ai gagné ma soirée. Eh bien, ça raconte le travail fabuleux, fabuleux qui a été fait par le père Patrick Desbois et comment des étudiants d'Albi qui sont loin de tout, bah, ils y vont. Et toi, tu y étais aussi, je crois. Hein. Et donc, ce soir, on va parler de la maison des enfants, dont le sous-titre, c'est l'incroyable sauvetage des enfants juifs de Moissac. On va en parler un petit peu avec toi, Pierre Roland. Ensuite, on va vous donner la parole aux témoins, parce que c'est votre parole qui compte. Et puis, avec Jérémy, qui est le digne successeur de Castor, dont certains disaient qu'il était Castor soucieux, eh bien, on te demandera comment aujourd'hui, en 2025, eh bien, 122 ans, non, 102 ans pardon, après la création des EI, eh bien, on transmet avec fierté tout ce que les EI ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on va voyager. Bien sûr, on va parler donc avec les témoins de Moissac. Et on va aller vraiment dans le sud-est, dans les Alpes-Maritimes. Et avec Francine Sicurel, on va vous parler d'un lieu impossible. D'un lieu impossible où des Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas été touchés ni par l'occupation italienne, ni par l'occupation allemande, et ont réussi à être sauvés de façon,
je dirais modestes, par des gens qui n'avaient pas décidé qu'ils deviendraient des héros. Alors, je le disais, tu es un dangereux récidiviste, puisque tu avais adapté de façon absolument extraordinaire Je n'ai pas oublié l'histoire de la Shoah par balle. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un roman graphique. Et là, tu es passé dans la BD, La Maison des Enfants. Alors, je voudrais, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire, que j'ai envie de te dire, mais comment tu es tombé sur Boissac et où tu allais chercher tes sources? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Effectivement, je suis très heureux de revenir à l'Écuge un an plus tard pour vous parler donc de cet ouvrage qui est apparu il y a quelques jours. Alors, comment j'arrive à Moissac ou comment Moissac arrive à moi? Je ne sais pas laquelle des réponses est la bonne. Juste pour vous situer, j'habite à 1h30 de Moissac. À l'origine, j'étais alsacien. J'ai vécu une vingtaine d'années en Alsace. Et j'arrive dans le sud-ouest donc il y a à peu près 20 ans. Je m'y installe comme journaliste. Je travaille sur Albi. Et déjà à cette époque, je m'intéresse forcément à l'histoire de mon territoire. Que je ne connaissais pas trop. Alors j'étais allé à Moissac, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, j'étais déjà allé à Moissac il y a une quinzaine d'années, une douzaine d'années, à l'occasion parce que qui connaît Moissac, celui qui connaît Moissac vous dira sans doute que Moissac c'est le cloître roman inscrit au patrimoine mondial au titre des chemins de Compostelle. Et moi j'y étais allé, la première raison de mon passage à Moissac, c'était ce cloître, parce que en 2011-2012, j'avais réalisé une bande dessinée d'intrigue médiévale sur les chemins de Compostelle. Et à cette occasion-là, j'avais fait du repérage et j'étais donc allé à Moissac. À cette époque, j'étais loin d'imaginer que Moissac cachait un autre trésor d'histoire, la Maison des Enfants. J'y suis revenu une deuxième fois. J'étais déjà dans le Tarn à ce moment-là. Et il s'est trouvé que j'ai passé une nuit à Moissac et j'ai dormi au Moulin, qui est un hôtel-restaurant aujourd'hui, magnifique d'ailleurs. Et en regardant, il y avait un panneau qui racontait l'histoire de ce moulin. Et effectivement, ce moulin avait accueilli les enfants. Après la maison, la fameuse maison quai du Port, ce moulin avait accueilli des enfants juifs, des jeunes juifs. Et c'est là que j'ai découvert la première fois cette histoire, donc ça remonte à pas si longtemps de ça. Après, autre élément, parce que on n'écrit pas des BD par hasard, on ne choisit pas ces sujets comme ça. Au même moment, je travaillais sur l'histoire sur la Shoah par balle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, travaillant à Albi, il y a ces étudiants dont tu parlais qui partent chaque année dans les pays d'Europe de l'Est à la rencontre des derniers témoins de la Shoah par balle, de ces fusillades de masse. Et un des professeurs que je connaissais m'avait proposé de les accompagner en mars 2022 en vue de réaliser cette bande dessinée. Il m'avait proposé ça lors d'une discussion informelle au téléphone. J'ai dit oui, peut-être avec beaucoup d'insouciance, n'imaginant pas dans quel univers j'allais partir. Et c'est vrai que chaque BD m'entraîne parfois dans des sujets auxquels je n'aurais pas spontanément pensé. La Shoah par balle, je le dis d'ailleurs dans cette bande dessinée, dans ce roman graphique, je ne l'avais pas étudié quand j'étais au collège. Ce n'était pas un sujet qui était très développé. Alors ça remonte à quelques années en arrière, une trentaine d'années. Ça l'est davantage aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que les professeurs d'histoire m'ont dit et ce que j'ai vu dans les manuels scolaires. Donc, c'est plutôt positif que cette page d'histoire méconnue le soit moins. Et donc, en parallèle, il y avait ce projet de la Maison des Enfants qui est né à la suite d'une rencontre d'une association qui a son siège à Toulouse, qui s'appelle Militants des Savoirs et qui s'adresse à la jeunesse avec pour objectif de lutter contre les discriminations. Et il m'avait dit, ce serait intéressant d'évoquer, à travers cette bande dessinée, une page d'histoire dans laquelle la jeunesse pourrait se reconnaître. Voilà, c'était un petit peu le programme. Et donc, on a un petit peu regardé tous les sujets qu'il y avait en Occitanie qui pouvaient éventuellement traiter de cette thématique. Et j'ai évoqué la Maison des Enfants.
Et à partir de là, a commencé cette aventure. En parallèle, j'écrivais donc le scénario sur la Shoah par balle. Je suis parti à 2 reprises en Pologne. Donc, si vous voulez, quand on écrit une BD, celle de la Shoah, ça a duré à peu près 3 ans. La Maison des enfants, à peu près, même si l'écriture du scénario était forcément plus courte, puisqu'il y a moins de pages. Mais j'ai, entre guillemets, baigné dans cette thématique-là. Ça nécessite des recherches, ça nécessite beaucoup de lectures, d'échanges avec des historiens. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le point, et je te rends le micro, le point peut-être de rapprochement entre ces 2 BD, c'est la question des témoins. Dans la première, je pars à la rencontre des témoins, des derniers témoins, ces jeunes Polonais qui ont plus de 90 ans aujourd'hui, qui ont assisté à ces fusillades de masse. Et c'est ce qui a fait un peu la spécificité de cette première bande dessinée, parce qu'on ne la racontait pas à travers le regard, le récit de survivants, on le racontait à travers le récit des témoins. Et je crois que les témoins ont aussi un rôle à jouer. Et dans une BD, pour le lecteur, peut-être que c'est plus simple de s'identifier à ces témoins. Et Elie Wiesel, qu'on cite dans cet album, dit « Quand on entend un témoin, et on va vous écouter aussi, parce que je crois que c'est vous qui avez quelque part beaucoup de choses à nous dire. Quand on entend un témoin, on devient aussi témoin. Et ça nous responsabilise, ça nous engage. Et pour moi, la Maison des enfants, c'est une bonne transition, parce que moi, je suis qu'un passeur, je suis qu'un raconteur d'histoire, finalement, comme Francine. On nous a raconté une histoire et on a envie de la partager. Et puis, il y a ceux qui sont encore là, qui l'ont vécu. J'avoue que je ne veux pas dire que j'ai une certaine appréhension, parce que c'est vrai que vous l'avez vécu, cette histoire. Moi, alors, j'ai entendu des témoins, évidemment, en Pologne. Je suis allé à Moissac. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Claude Simon, évidemment, le fils de Chata et Boully-Simon, alors qui était jeune à l'époque, mais qui a cet héritage et cette volonté de transmettre cette mémoire. Donc, il a été vraiment il a été important dans mon parcours d'écriture. Après, ce n'est pas un livre d'histoire avec un grand H. D'abord, on en parlait d'ailleurs avec Francine avant de vous rencontrer, on vous raconte une histoire, on vous raconte une aventure, parce qu'il y a tout d'une aventure. C'est quand même assez exceptionnel. C'est l'incroyable sauvetage. Rien que dans le titre, ça donne envie d'en savoir plus. Donc très modestement, en 46 pages, on a essayé de raconter l'essentiel avec nos mots, avec notre regard, aussi ma vision de scénariste de BD. Je n'ai pas pu tout raconter, je n'ai pas pu citer tout le monde, parce que ce n'était pas possible. Mais j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, avec l'idée d'être le plus juste, d'être le plus crédible, et de ne pas trahir finalement le message de cette maison, de ceux qui y ont vécu, de ce qu'on m'en a dit, avec aussi cet esprit scout. Alors c'est vrai que moi j'ai été louveteau dans ma jeunesse, j'ai été chef scout de France, mais quelle que soit l'obédience religieuse, je crois que le mouvement scout véhicule des valeurs. Et j'avais envie de raconter dans cette BD quelque chose qui parle du courage, de la résistance, de l'engagement, de la solidarité, du vivre ensemble, du don de soi. Ça, c'était des choses qui me parlaient. Et à travers cette histoire, c'était aussi la volonté, peut-être la première BD m'y a poussé, c'était de ne pas ranger, le terme n'est peut-être pas juste, mais de ne pas réduire, voilà, c'est ça, la Shoah et les Juifs à des victimes. Dans cette bande dessinée, quand vous la lirez, vous verrez, elle est pleine d'espoir. D'ailleurs, vous l'avez dit aussi, tu l'as dit aussi. C'est quelque chose de très... Il y a quelque chose d'optimiste dans cette histoire, parce que on parle de jeunes, ce sont les personnages principaux, ces jeunes qui avaient 17, 18, 19 ans, qui étaient scouts, qui ont encadré, accompagné ces enfants qui avaient perdu leurs parents, qui étaient souvent orphelins, qui n'avaient pas de nouvelles de leurs parents, et qui ont tout fait avec Chata, Bouli et Castor pour que cette vie dans cette maison à Moissac soit une vie, je ne vais pas dire normale, mais la vie la plus heureuse possible. Et ce que me disait Jean-Claude Simon, c'était qu'ils ont tout fait, Chata et Bouli, pour que ça soit leur maison, qu'ils puissent toujours jouer, toujours fêter, célébrer, partir en camp, apprendre, aller à l'école de Moissac.
et essayer de leur faire oublier la terrible menace qui planait sur eux. Et ça, je trouve ça particulièrement fort. Ça m'a fait penser, parce que forcément, ça nous rappelle peut-être, pour ceux qui l'ont vu, La vie est belle. Moi, ça m'a parlé, ce film où il y a ce père de famille qui fait tout, alors qu'il est dans un camp de concentration, qui fait tout pour que son enfant ne se rende pas compte du drame qui est en train d'être joué. Et je trouve que c'est bien que dans une BD, les jeunes soient mis en avant. Peut-être, effectivement, la BD, c'est de 7 à 77 ans, certes, mais on l'a aussi pensé pour le jeune public. On s'aime, hein, on transmet ce message, on transmet cette histoire, et tu l'as dit, on est dans un monde plein d'incertitudes, plein de doutes, plein de peurs. Il est temps d'avoir aussi des messages comme ça qui ne sont pas des messages non plus, comment dire, éthérés, un peu dans les nuages, tout est beau, tout est merveilleux. Non, on parle d'une situation qui était dramatique, qu'il faut continuer à raconter. Il y a encore des témoins. Pour le coup, mon regret sera peut-être qu'on ne s'est pas rencontrés avant. Je trouve ça quelque part, malgré tout, très beau que la sortie de cette BD nous donne l'occasion de nous retrouver. Et je trouve ça émouvant d'avoir finalement le passé, le futur, l'avenir, et puis un modeste passeur qui a permis de se réunir. Et donc ça sera ma plus grande satisfaction. Je ne sais pas si cette histoire, je l'ai racontée comme vous l'imaginiez, aussi parfaitement que peut-être vous l'auriez fait, mais en tout cas, c'était un grand plaisir de travailler sur ce sujet. Et on me dit souvent que je suis très bavard, donc pardonnez-moi. Mais moi, je n'ai strictement rien dit, hein. J'ai imaginé. Alors, écoute, pour illustrer un petit peu ce que tu disais, parmi tous les EI de l'époque, il y avait deux personnes, dont une que tu cites dans ton livre, et qui allait pendant très longtemps former un couple extraordinaire, qui était Théo Klein et Liliane Klein. Et je me souviens que Théo, avec lequel j'étais très proche, me disait, tu sais, on avait 20 ans, on risquait rien. Et donc, ils y sont allés. Et pour compléter ce que tu disais par rapport à ce livre, qui est un livre, au fond, de héros, un livre de combattants, un livre de gens qui prennent des risques. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que, vous savez, on parle là de la Shoah, 6 millions de Juifs exterminés. Mais on oublie que lorsque la Knesset a adopté ce programme, c'était Yom HaZikaron, la Shoah Vela Gvura, c'est-à-dire le jour du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme juif. Et ce qu'on oublie, c'est que là, tu l'as dit, il y a eu des tas de réseaux d'enfants. Quelqu'un comme Robert Gamson a fait partie d'un réseau, comme tu le sais, de résistance. Il y a eu tous ces juifs qui se sont engagés dans les armées régulières, dans la résistance, qui ont rejoint le général de Gaulle, les Français, les Soviétiques, les Canadiens, etc., etc. Et puis ceux qui, et je ne pense pas qu'à Mordechai Anilevitch, ben, tous ces juifs qui ont trouvé le courage de se battre. Et donc, je crois que ce livre est très important, parce que c'est finalement un livre qui dit, malgré la guerre, malgré les nazis, malgré les collabos vichistes, les Juifs ont résisté. Et je crois que ce livre est extrêmement important. Alors, on a cette chance extraordinaire. Hein, on ne l'aurait pas parié avant. Hein, heureusement qu'on n'a pas pris un billet de loto. On a cette chance extraordinaire d'avoir des témoins.
des témoins. Alors, comme vous le savez, Robert Gamzon, je crois que c'était en septembre ou décembre 1939 qu'il a ouvert Moissac. Hein. Le 5 décembre. Le 6 décembre, c'est mon anniversaire. Bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Moi, c'est facile, c'est la Saint-Nicolas. Alors par la suite, donc, il y a tous ces jeunes qui arrivent d'un peu partout. Ce que tu décris, il faut parler le français, etc. Et puis, il va y avoir la rafle ou la menace de rafle en 1943. Ils vont partir, pour certains, dans des familles, chez des paysans, dans des institutions catholiques. Certains vont parvenir jusqu'en Espagne, etc., etc. Et alors là, nous, on va s'arrêter. On va s'arrêter, si tu veux bien, et on va écouter des témoins. Et je vais proposer à Madeleine qui avait 12 ans, de nous raconter son Moissac. Est-ce que je peux te demander peut-être d'apporter le micro pour... Non, ici. Ici. Je ne suis pas sûr. Ou Madeleine, vous pouvez monter ou c'est difficile pour vous? Ou vous préférez? D'accord. Je vous propose déjà qu'on l'applaudisse. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas toute seule de Moissac. Il y a le monsieur qui est à côté de moi et aussi de Moissac. Donc si lui aussi peut dire quelque chose. S'il peut dire aussi quelque chose, ça serait très bien. Bien sûr. C'est promis. C'est promis. Je pense qu'il y en aurait d'autres de Moissac. Il y a d'autres Moissagais qui sont là. Les petits-fils de chacun. Touristes émerveillés. Bon. Mais c'est pas moi. Je vous avertis, j'ai obtenu qu'on puisse fermer à 3h du matin. Ok, c'est formidable. Voilà. Et oui, qui a été la suite, mais bien sûr. Bien sûr, le château de la Versine qui a été aussi... Ouais. Alors, madame, on vous écoute. Racontez-nous. Alors, moi, je vais vous dire, quand je suis arrivée à Moissac, je pleurais énormément. Et j'ai rencontré Chata, qui était là, qui m'a beaucoup parlé, mais avec son accent roumain, et les airs étaient très prononcés. J'ai eu un peu peur. J'ai eu même très peur de ce qui m'arrivait. Mais enfin, elle m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Là, tu vas rencontrer plein d'enfants. On va te mettre dans une chambre, tu verras, tu auras une copine avec toi. Et elle me dit, et il faudra bien écouter Bouli, parce qu'il aime que tout soit bien carré. Alors, carré, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais quand on m'a emmenée dans la chambre et que Bouli est venu derrière, et il m'a dit, moi, le lit, je veux que ça soit fait comme un soldat, bien au carré, que les armoires soient propres et bien alignées. J'étais, moi qui sortais de mes parents où j'étais choyée, enfin, bon, je les avais perdus, mais choyée par ma grand-mère après, j'ai eu beaucoup d'émotions et j'ai énormément pleuré. Et Chata m'a dit, il ne faut pas pleurer, tu n'es pas toute seule ici, vous êtes nombreuses et vous allez voir. Elle me dit, tu vas voir, tu vas t'entendre avec tout le monde. Alors on m'a présenté des moniteurs qui s'appelaient Berthe,
une qui s'appelait Neige, je ne sais pas son nom autrement, elle s'appelait Neige, puis les autres, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout. Et on avait la classe qui se trouvait à l'intérieur. Et après la guerre, ceux qui étaient un peu des élites, disons, on les avait envoyés au lycée. Elles ne voulaient pas aller au lycée. Vous vous souvenez de ça? Que de quoi? Qu'ils ne voulaient pas aller au lycée? Elles ne voulaient pas aller au lycée, ça, je elles sais voulaient rester à l'intérieur. Ils étaient bien. Comment elle s'appelait? Celle qui ne voulait pas aller au lycée. C'était vraiment une élite. C'était une fille vraiment avec un cerveau extraordinaire. Et elle nous aidait des fois dans nos devoirs qu'on avait à faire. Mais c'était très bien. Et je me rappelle aussi d'un cordonnier qui s'appelait Hans. Et alors, quand on lui apportait nos chaussures, parce qu'on lui disait, on vous a nos chaussures pour Shabbat, parce que bon, on faisait une cérémonie, mais à peu près. Mais c'était tellement bien fait que on se croyait presque, on se croyait à la maison. Mais c'était la chaleur de Chata et de Bouly qui nous donnait, c'était incroyable. Et après que la guerre elle soit finie, là on partait faire du camping, on partait des jours, je ne sais pas comment ça s'appelait, et on partait. Et puis quand on était revenu du camp, qu'est-ce qu'on a vu? Bouly entouré comme ça. Puis on a dit, mais c'est un œuf. Il était à la fenêtre, il a dit surtout, ne me touchez pas, ne venez pas me voir, j'ai les oreillons. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Enfin, il y avait des choses qui étaient tristes, parce qu'entre nous, on parlait beaucoup de nos parents, mais on ne savait pas si on allait les retrouver ou si on n'allait pas. On ne savait pas du tout. Mais quand on a vu arriver, après la guerre, des enfants qui ne parlaient pas... qui venaient des camps. Qui venaient des camps, qui ne parlaient pas du tout français, on a eu une appréhension. Tout de suite, on a eu une appréhension. Est-ce qu'on va retrouver nos parents? Est-ce qu'on va... Ça a été quelque chose pour nous incroyable. L'émotion nous avait été tellement forte qu'on s'est tous serrés les unes contre les autres pour se tenir. Et j'ai eu mon oncle qui est venu, c'était le mari, le beau-frère de maman, sa sœur, et il est venu me voir, mais en soldat. Mais j'ai tellement eu peur de le voir, je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et il m'a dit, t'inquiète pas, je suis Charles. Et alors je lui ai dit, tu vas me ramener? Il m'a dit, non, je ne peux pas te ramener, parce qu'il n'y a rien de prêt pour toi. Il dit, il faut que tu restes ici, jusqu'à temps que ta grand-mère paternelle puisse retrouver son commerce et son appartement. Vous avait laissé surtout. Voilà. Donc j'ai quand même passé des moments très agréables. C'était joyeux, surtout après la guerre, c'était joyeux. On s'entendait bien, on riait, on était tout le temps, on riait tout le temps. Et puis il y avait quand on a eu le moulin, il y avait une espèce de place où le samedi, on dansait, on chantait, et c'était un moment très, très agréable. Enfin, c'est les meilleurs souvenirs que moi, je veux me rappeler. Je ne veux pas me rappeler d'avant, je veux me rappeler d'après ce que j'ai vécu, surtout après la guerre. Alors Madeleine, si vous permettez, moi j'ai deux questions à vous poser. C'est que Bouly et Chata, qui sentent le danger, disent en 43, il faut disperser tout le monde. Et vous vous êtes retrouvés où? Alors moi je me suis retrouvée
dans la campagne, parce qu'il fallait qu'on se débrouille tous comme on pouvait. Alors on était plusieurs et on se tenait tous la main parce qu'on avait peur. Et alors les moniteurs nous disaient marchez un par un parce que vous ne vous ferez pas prendre. Donc on marchait un par un, mais on se dépêchait et on marchait en rampant. Mhm. Et alors, il y a aussi une autre question que je voulais vous poser, parce que votre fille m'a dit que finalement votre maman, je crois, vous a récupéré en 48 seulement. Non, c'est ma grand-mère paternelle. Votre grand-mère. C'était Alors, la seule qui était restée. Alors je veux dire, 3 ans après la fin de la guerre, je veux dire, comment ça se fait que ça a duré tellement longtemps avant de la retrouver? Parce que ma grand-mère avait été cachée pendant 2 ans dans une cave par sa concierge. Ouais. Et quand elle a voulu reprendre son appartement et son commerce, il y avait des scellés. Il a fallu qu'elle attende, c'est ce que ma grand-mère m'a raconté, il a fallu qu'elle attende et qu'elle fasse des démarches pour qu'on lui enlève les scellés, qu'elle puisse récupérer son appartement et qu'elle le remeuble, parce que tout avait été spolié, tout avait été pris par les Allemands. Donc il fallait qu'elle attende. Et puis, une fois qu'elle a eu tout ça, donc je suis revenue chez elle. Mhm. Enfin, Il était où le commerce de votre grand-mère? Rue des Rosiers. Non. Bon endroit. Au bon endroit. Alors Monsieur Birman, on a envie de vous entendre. Alors, moi je suis arrivé à Moissac, vous m'entendez bien là comme ça? Oui, parfait. Je suis arrivé à Moissac au mois de juillet 1945, après des péripéties bien sûr, cachées à droite, cachées à gauche. Et là j'ai découvert le judaïsme religieux, puisque mes parents n'étaient pas du tout religieux. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc moi, je suis resté au 18 pendant 2-3 mois. J'avais donc 14 ans, j'étais considéré comme un grand. Et je suis allé au Moulin, un endroit extraordinaire. On était 4 par chambre. Il y avait des douches. Aujourd'hui, il y a des douches dans chaque chambre. À l'époque, il y avait à chaque étage, il y avait 3 douches. Également à côté. Et donc, sortant de la guerre, où j'ai vécu comme tout le monde, comme nous tous d'ailleurs, des endroits terribles, c'était du luxe à Mechaï, c'était formidable. Et en plus, les fêtes juives m'ont alors complètement emballé. En plus, j'étais donc incorporé dans une patrouille. À l'époque, ça s'appelait la patrouille des écureuils. Et puis, j'ai obtenu ce que je disais à ce jeune homme. En 1947, j'étais chef de patrouille des Dauphins et nous sommes allés à Moissan, au Jamboree de la Paix. Voilà. Donc, alors, la vie au Moulin, c'était quelque chose d'extraordinaire, vraiment sympathique. C'était bien fait. Bouli et Chata, un courage formidable. Ils venaient donc du 18. Au 18, il y avait donc Fanny qui était toujours là, Fanny Alter. Fanny Alter qui avait perdu son mari au début de la guerre. Et moi, j'ai de très bons souvenirs. Alors, ce qu'il y a de formidable, tu citais donc les gens qui revenaient en 1945. Chata avait été à l'hôpital, à l'hôtel Lutetia, pour recueillir des enfants qui revenaient des camps de concentration. Et elle a ramené, entre autres, un garçon qui s'appelait Hirsch Tikmanovitch. Et on s'est parlé avant-hier. Il vit actuellement à Lima, au Pérou. Et à Mechaï, il fait Yiddish. Et tous ces enfants parlaient Yiddish. Et moi, j'avais gardé le Yiddish dans la maison. Donc, on a raconté des histoires formidables. Et eux me racontaient les malheurs qu'ils ont subis dans la déportation. Mais pour autant, comme tu le disais très justement, on avait tous la même histoire triste. Donc, on n'en parlait plus. On parlait des choses qu'on faisait, des événements joyeux, des fêtes. On allait se balader en ville. Il y avait les camps, le côté scoutisme qui était formidable. Donc, on a vu une bonne vie. Et grâce à Chata et à Bouli,
Vous parliez donc de Jean-Claude Dikouki, qui était un petit garçon. Et les parents, Chata avait dit à Kouki, tu ne me dis pas maman, de façon à ce que les enfants se disent pas, tiens, celui-là, il a une mère. Et donc, Chata, c'était comme la maman pour tout le monde. Voilà, ça c'était formidable. Et il y a actuellement les anciens de Moissac que Jean-Claude a créés, et on s'est retrouvés il y a 1 ou 2 mois, je crois que c'était le 6 avril, au mémorial de la Shoah. On n'est plus beaucoup malheureusement, et toi tu devrais venir. Mais je te le dirai après, je te donnerai les détails. Voilà. Bon, donc Moissac, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et on m'a offert votre bouquin et je l'ai revu avec plaisir. Je dis, et alors on parle de la 6e, de tous ces scouts, enfin ces éclaireurs, qui ont fait effectivement un travail de défense, qui ont montré le courage qu'on ne disait pas. On disait, ah, les juifs, gna gna, je m'égalais. Et là, grâce à ce bouquin, grâce surtout à la 6e, à tous ces gens courageux, je crois qu'il y a une ville qui a été libérée uniquement par eux. C'était Castres. Oui, il y a eu l'attaque du train. Oui. C'était à côté de Castres où ils sont après libérés. Voilà, donc j'ai de Moissac de très bons souvenirs. Alors mon petit frère Nicolas, qui est metteur en scène, a fait un film sur Moissac qui s'appelle J'avais oublié. Donc comment on appelle ça, un DVD, c'est ça? Oui, il est en DVD. Ouais. Un DVD qui est au mémorial de la Shoah à la bibliothèque. Voilà. Donc moi, Moissac, et j'ai eu plaisir parce que ça m'a ramené toutes les bonnes choses. Et j'aime beaucoup votre bouquin, monsieur. Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que Chata, elle avait pris des gens qui savaient coudre. Il y avait des prothésistes qui étaient là, il y avait des cordonniers, il y avait un tas de... un électricien, enfin plein de travaux. Et alors moi, la couture, j'aimais ça. Et elle nous faisait faire nos vêtements pour Pessah. Elle voulait qu'on ait des vêtements bien pour Pessah, tout neuf. Donc, on nous donnait le tissu et on faisait nos affaires pour Pessah. Mais c'était une grande joie. On se déguisait pour les fêtes pour Purim. C'était un déguisement total. Et je ris encore parce que quand Bouli s'est déguisé, on ne l'avait pas reconnu du tout. Mais quand il y a eu quelque chose qui n'allait pas, alors là, sa grosse voix, elle était apparente. Mais Chata, elle, quand on faisait tous des bêtises et qu'elle était toujours là, à ce moment-là, avec son voix de roumaine, les airs qui roulaient, eh bien, on en avait un peu peur. Mais d'une gentillesse incroyable. Alors, je voulais vous demander quelles étaient les relations que vous aviez avec les habitants de Moissac. Très bonne. Très bonnes. Très bonne. Très, très bonnes. Alors, Très bonne. alors, On n'avait pas tellement de relations. oui. Bon, Alors, je vais vous donner la parole, monsieur, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous voulez, si vous le permettez, je voudrais vous citer les 10 habitants de Moissac qui sont devenus des justes parmi les nations. Je crois qu'il ne faut jamais les oublier. Ces gens qui, au fond, ont pris des risques, l'ont fait gratuitement, ça n'allait rien leur apporter. Je vais vous citer leurs noms. Manuel Darac, Henriette Ducombe, Jean Guénard, Alice Pelouse, Alida Bourrel, Henri Bourrel, Pierre Bourrel,
René Bourrel, Albini Ginisti et Ernestine Ginisti. Et je crois qu'il faut rappeler, je crois que tu en parles d'ailleurs, qu'il y a 2 maires de Moissac qui se sont mouillés, qui ont fait des faux papiers, etc., etc. Voilà, donc je pense qu'il fallait leur rendre hommage. Monsieur, vous vouliez prendre la parole? Je vais poser une question à madame, une question peut-être un petit peu difficile. Ma mère était cachée en Dordogne en 1941, 42, 43, avec mes grands-parents. Quand ils vous ont dispersé, quand ils vous ont emmené parce qu'ils avaient des craintes, est-ce que vous vous rappelez qu'ils vous ont amené chez des paysans? Non, c'était à nous de nous débrouiller. Non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, ils se sont occupés de placer les enfants directement. Mais Je m'en rappelle. je n'y étais pas. Donc, Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'on avait nos animateurs qui étaient là et c'est eux qui nous guidaient. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on raconte un petit peu dans la Oui, BD, c'était- effectivement. le plan King. C'est ça, le planking, les plus grands. Alors déjà, donc c'était un mouvement de résistance. La 6e avec des mots, des codes secrets, etc. Bon, on l'évoque rapidement. Et effectivement, les plus grands avaient pour mission d'identifier, de repérer. Là, je reprends des éléments d'ailleurs que j'avais lus dans, je ne sais plus dans quel texte, mais où effectivement Robert Gamzon donne les directives en disant voilà à quoi va servir ce mouvement de résistance. Et il va y avoir effectivement un travail d'abord de repérage pour identifier les lieux sûrs pour abriter les enfants pour qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains, en fait. Et c'est un peu l'idée. Vous-même, vous le dites, c'était comme à la maison et il ne fallait pas qu'ils se retrouvent dans des foyers qui ne sont pas forcément très sains, quoi. Voilà. Mais- Tout à fait. oui. Oui. Ouais. De recommandations, en fait. Mais je cite d'ailleurs dans la BD, alors je ne sais plus d'où, pareil, au niveau des sources, mais qui disait, bon, vous allez frapper chez quelqu'un, s'il ne veut pas, vous irez chez l'autre, enfin, jusqu'à ce que quelqu'un accepte de prendre en charge 1, 2 ou 3 enfants. Mais on avait nos moniteurs qui nous accompagnaient. Et qui venaient, qui vous visitaient, Voilà. pour ne pas vous abandonner. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez, on a envie maintenant d'écouter les descendants de Bouli et Chata. Parce que. Et donc, de vous entendre. De vous entendre. Qu'est-ce qui reste au-delà de la fierté, de l'héroïsme? Rejoignez-nous, ça sera plus simple. Comme ça, tout le monde vous voit, ça sera mieux. Oui. Donc moi, je suis le fils d'Ariel, c'est le second fils de Chata et Bouli. Bah, je vous dirai tout à l'heure, ça va. Qui lui est né en 44, donc lui il était tout petit, 7 ans avant. En fait, mes grands-parents, ils ont quand même eu un enfant pendant la guerre, à Moissac. Donc moi je suis pas témoin de Moissac, mais je peux vous parler un peu de mes grands-parents. Donc c'est ma grand-mère Chada vient d'une région de l'Est qui s'appelle la Transylvanie. Et elle était, elle, plutôt d'une famille assez religieuse, pratiquante, etc. Et son frère était un des amis très proches de Robert Gamzon. Et elle a rencontré Bouli, qui lui est plutôt d'une famille très pas assimilée, parce qu'ils avaient une identité juive forte. Et c'était un peu les Israélites, c'était des juifs de Normandie. Et ils n'étaient pas très pratiquants, mais il y avait une identité quand même forte. Et bon, dès qu'ils se sont rencontrés, ça a matché. Et donc, sous l'impulsion de Robert Gamzon, quand il y a eu l'exode et les premiers bombardements, etc., les AI ont déjà pensé à qu'est-ce qu'on va faire des enfants qui vont être seuls, qui vont être déplacés, etc. Et ils ont commencé à chercher des maisons d'enfants. Et c'est comme ça que ma grand-mère, enfin mes grands-parents ont trouvé Moissac. Et puis, donc,
grâce à la population, et enfin tout ce que vous avez dit, je ne reviens pas dessus, ils ont participé au sauvetage de tout ça. Mais à Moissac, il faut aussi parler de la deuxième période de Moissac, qui est celle de l'après-guerre, puisque jusqu'en 1943, la maison fonctionnait, et après 1945, à partir du premier Shabbat, après la libération, voilà, où ils s'étaient tous donnés en 1943, quand ils ont planqué tous les enfants partout, ils avaient dit, on se rejoint pour tous ceux qui peuvent, à Moissac, devant la maison, le premier Shabbat, après la libération. Parce qu'ils étaient tellement optimistes qu'ils étaient sûrs que les Alliés allaient gagner. Il n'y avait pas encore eu de débarquement ni rien, mais ils savaient qu'après la libération, ils allaient se rencontrer. Et donc, à partir de 1945 jusqu'à 1951, la maison de Moissac, elle tournait avec, au début, les enfants orphelins de la guerre. Puis, à partir de 1951, les Rothschild ont donné le château de la Versine, une partie du château de la Versine aux éclaireurs par l'association des maisons d'enfants. Et c'est là-bas qu'ils ont continué leur œuvre de 1951 jusqu'à leur mort. Et vous pouvez récidiver et faire une autre BD sur la Versine, puisqu'il y a eu quand même 50-60 ans d'orphelinat, d'histoire, d'accueil des juifs du Maghreb, des non-juifs, des Boat People, etc. Et c'est vraiment toute une vie. Et sur Moissac, donc moi je ne suis pas du tout historien, mais il n'y avait pas que le sauvetage des enfants, c'est devenu aussi le quartier général des EI quand le QG a fermé pendant la guerre. Et il y avait toute cette activité de plaques tournantes, un peu avec des réunions de tous les grands chefs, etc. Les relais d'infos, les distributions d'argent, etc. Tout ça passait par Moissac. Donc il y avait vraiment beaucoup d'activités en plus du sauvetage des enfants par la 6e, l'UGIC et tout ça. Après, sur mes grands-parents, en tant que, pas témoin de l'histoire, mais en tant que petit-fils, moi, tout ça, je l'ai appris par d'autres personnes. Je l'ai appris par les EI, par la Versine, par des témoins. Mais eux, jamais ne m'ont dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ils ne se mettaient jamais en avant là-dessus. Ils en parlaient quand on leur posait des questions, mais ils ne se mettaient pas en avant. Et à chaque fois qu'on leur disait mais comment vous faisiez à Moissac et tout ça, je me rappelle de ma grand-mère qui disait mais on faisait tout à fait normalement, on se levait le matin, les enfants se lavaient, ils allaient à l'école, tout ça était normal. Et deuxième chose, toujours et ça c'est en tant que petit-fils, de voir quelqu'un qui a un optimisme qui dépasse tout en fait. Jamais je l'ai entendu être pessimiste. Toujours un optimiste, à croire qu'au final, la lumière va gagner. Et voilà. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Et quand des gens lui disaient vous avez fait un truc extraordinaire, etc., elle avait toujours la même réponse. Elle disait je n'ai fait que mon devoir. Donc pour eux, c'était voilà. Et au niveau affectif, c'était vraiment des grands-parents très, très affectueux. Ils n'avaient pas la démonstration de l'affection, mais il y avait le geste, c'était pas démonstratif, mais on sentait, voilà. Mamie et papy, j'étais pas super original. Mamie et papy. Alors leurs enfants, des fois, ils les appelaient Chata et Bouli, mais moi c'était Mamie et papy. Voilà. Non, parfois c'est ses enfants, mais c'était papy. Mais... Voilà. Et comme disait, donc, elle considérait vraiment tous les enfants qui sont passés par Moissac et par la Versine, elle essayait de ne pas faire de différence affective entre ses deux enfants biologiques et tous les enfants qui étaient autour. Donc c'est pour ça que mon père dit toujours qu'il a à peu près 800 à 900 frères et sœurs. Et voilà.
Voilà. Et aussi, dans leur œuvre de la Versine, on ne peut pas les dissocier des EI, puisque voilà, Bouly et Chatin ont fait beaucoup de choses après la guerre, après la Versine, avec les EI. Voilà. Alors, il y a, Avec les éclaireurs israélites de France. Oui, On est, oui. Et quoi, le commissaire. général. Oui, ça fait d'ailleurs un petit peu communiste, commissaire. Je trouve que il va falloir un jour, je ne sais pas, hein, que. Oui. Alors, il y a quelques noms aussi dont on parle, comme des gens qui sont passés par Moissac. Il y a Jean-Claude Grunberg qui est passé par Moissac. Il y a le Mime Marceau qui est passé par Moissac. Il y a Georges Lévite, dont le fils a été Sherpa de Chirac et de Sarkozy. Et ça me fait penser. Bon, moi, je l'ai connu. J'ai connu un petit peu Georges Lévite et j'ai beaucoup travaillé avec son fils. Et au début, il était plus français que moi, tu meurs. Et vers la fin, on ne parlait que de judaïsme à l'Élysée. Il était très préoccupé par la montée de l'antisémitisme. Et puis, il y a eu aussi Marianne Cohn. Il y a eu aussi Gabriel Cohn-Bendit, qui est passé par Moissac. Et il y a aussi, pour 5 semaines, Serge Klarsfeld, qui est passé là-bas. Alors, Jérémy, assez rigolé, maintenant c'est à toi. Parce que, si tu veux, la question est... Allez, je vais te la présenter de façon très caricaturale. C'est que, donc, en 1923, Castor, de plus en plus soucieux, va créer donc les EI, qui vont prendre une expansion. Je ne parle pas, suivant les organisateurs ou suivant la police, si vous étiez 7 000 ou 10 000 il y a 2 ans. Et alors, bien sûr, il y a ce que j'appellerais les heures de gloire. Les heures de gloire, et je pense bien sûr à la 6e. Je pense à tous ces... comment dirais-je, à tous ces réseaux de résistants des EI, pas seulement d'enfants. Et puis, si tu veux, je vais aussi avoir une pensée très personnelle. C'est que j'ai un fils en Israël qui, dans le cadre des groupes francophones, a fait toute la hiérarchie. Et malheureusement, il est allé enterrer un de ses Hanerim, tu sais à qui je pense, qui était originaire de Belgique. Et j'étais encore ce matin en Israël, et je peux vous dire que les EI se battent. Les EI se battent pour Israël. Alors la question, une fois que je fais mon long développement qui sert strictement à rien, c'est de te dire, bon, depuis toujours, on vient aux EI pour avoir des valeurs scouts. Merci, monsieur Baden-Powell. On y vient pour avoir une forme de perpétuation du judaïsme. Mais qu'est-ce qu'on transmet, je dirais, sur la résistance juive? Tu vois, donc... Alors, bonjour à tous. Je m'appelle donc Jérémy Houry. Pour les initiés, je m'appelle aussi Massaï, zélé et ambitieux. Et on va voir. Je fais que commencer. Mais Massaï.
C'est une girafe et c'est aussi le nom d'une tribu Maasai. Et il faut être combattant pour la situation qu'on récupère. Mais le fait est, c'est que je veux d'abord rendre hommage à quelqu'un beaucoup plus récent, mais qui m'a laissé cette place, c'est Karen Alali, qui nous a quittés et à qui je veux rendre hommage. Pour une chose très simple, c'est que lors de l'organisation du 100e, elle a répété et re-répété comme c'était difficile pour un mouvement de jeunesse de fêter ses 100 ans. Comment on peut rester jeune et d'actualité en ayant une histoire aussi épaisse et musclée qu'on est en train de décrire tous ensemble. Et c'est vrai que s'adresser... Et là, j'ai l'air très jeune dans ce public, mais vous voyez par certains animateurs. Donc, il y en a des beaucoup plus jeunes, et il y en a qui sont là d'ailleurs. Quelque part, la pression qu'on leur met à ces jeunes qui ne se rendent pas compte qu'à 20 ans, quand ils sont chefs de camp, ils s'inscrivent dans l'histoire de jeunes du même âge qui, eux, étaient résistants, qui ont combattu les nazis. On leur met une pression incroyable. Mais en réalité, je vais vous le raconter rapidement, mais on suit les traces et on se raccroche à cette histoire. D'abord, très d'actualité, mais quand on parle de la période de la 6e, on parle de la cage des enfants, on parle de ce sauvetage des enfants et on parle aussi de la partie armée, donc ce fameux groupe de jeunes juifs qui ont décidé de se battre. L'un d'eux, parmi ce groupe, s'appelle Marc Haguenau et d'ailleurs, il est mort au combat, enfin entre les mains des nazis, et ce groupe de la 6e a pris le nom de la compagnie Marc Haguenau. Là, ça a l'air de rien, c'est une page de l'histoire, mais il faut savoir que l'actualité nous a rattrapés. L'antisémitisme, qui est toujours montant, a fait qu'un groupe d'animateurs a décidé, et en partenariat avec le SPCJ, de former les animateurs à être des animateurs protecteurs. Parce que si on suit la fameuse pyramide de Maslow qui explique comment un bon animateur doit s'occuper de ses enfants, avant d'arriver en haut de la pédagogie et le maximum, il faut que ses besoins physiologiques soient fournis. Et ça veut dire la nourriture, etc. Mais ça veut dire surtout la sécurité. On ne peut pas faire des camps sereinement sans protéger nos enfants. Et donc, des animateurs, petit à petit, ça a démarré quelques années avant moi, quand moi j'étais jeune animateur. Et petit à petit, ce groupe a grandi. Et ce groupe s'appelle Marc Haguenau, pour se raccrocher à cette histoire aussi et s'inspirer de nos aînés qui, eux aussi, ont appris à se défendre parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ben, on arrive aussi dans une situation, quand on n'a pas le choix, on doit apprendre à se défendre. Et donc, il y a un groupe d'animateurs qui s'appelle le groupe Marc Haguenau. Ça, c'est pour se rattacher un petit peu à cette histoire. Mais c'est plus que ça. Et moi, ça me touche particulièrement quand je vous entends parler des fêtes juives, de ce judaïsme qu'on découvre, qu'on n'a pas forcément découvert en famille. Alors, il y avait des religieux et des moins religieux, mais tous ensemble, ils ont vécu et travaillé sur leur identité juive. Et là encore, les EI ont un rôle particulier là-dessus, parce que résister, c'est pas seulement combattre, c'est aussi résister dans les idées. Comment on fait en sorte de faire perdurer ce judaïsme et apprendre les fêtes, apprendre avec le minimum commun, permettre un cadre qui fait que tous les juifs, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puissent se retrouver tous ensemble. Ça permet de résister aussi et de durer dans le temps. Là où, tu as cité quelques-uns de nos ennemis qui nous attaquent et qui détruisent, on est sans cesse à la recherche de la vie et donc de fournir à nos jeunes le contenu et la pédagogie qu'il faut pour continuer là-dessus. Et donc là aussi, pour pouvoir continuer dans les enseignements de nos anciens, il y a énormément d'activités et d'intervenants et on forme à chaque fois en décembre des stages qui sont toujours un peu plus gros. Donc là, décembre dernier, on avait 400 animateurs qui ont été formés. Et ce n'est que la moitié de nos animateurs. L'autre moitié fait des formations de rattrapage pour pouvoir camper cet été. Et du coup, ils sont formés sur les 3, on va les résumer à 3 grands piliers, donc le scoutisme, le judaïsme et la citoyenneté. Parce que les EI, c'est évidemment ancré dans le scoutisme, sauf qu'à la petite différence avec les autres mouvements scouts, là où le scoutisme est une fin en soi dans les autres mouvements des autres obédiences, parce que c'est déjà toute une méthode avec une pédagogie, une histoire, etc. Robert Ganzon, lui, avait vu un tout petit peu plus loin là-dessus. Il s'est dit, je vais utiliser le scoutisme, mais pour faire et sauver la communauté juive. Et donc, il a rajouté toute la pédagogie juive
qui était extrêmement importante. Et les techniques scouts, la méthode scout, permettait de transmettre beaucoup mieux ça. Il y a même certains de ces textes où il explique qu'un bon juif, en fait, c'est un bon scout. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas scouts ne sont pas juifs, mais je suis assez persuadé de ça, c'est que si dans tous les enseignements de la Torah, grosso modo, il nous pousse à être un bon scout, à respecter son prochain, à respecter la nature, à respecter et à faire du vivre ensemble. Et finalement, ça, on le retrouve complètement dans le scoutisme. Eh ben, voilà, c'est pas étonnant. Je n'ai fait que citer Gamzon, mais on continue à perdurer, en tout cas, et à faire transmettre ce projet, cette ambition pour les éclaireuses et éclaireurs israélites de France. Et donc ça, c'est un des gros enjeux. Et juste pour la suite aussi, finalement, les EI, j'aime bien en tout cas cette idée, c'est de dire que c'est une grande boîte à outils. Il n'y a pas une seule direction. On propose tout plein de choses. De l'enseignement juif, scout et citoyen, mais avec plein d'intervenants différents, avec plein de contenus différents, et chacun prend ce qu'il a à apprendre. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le Rav Sitruk est passé par les EI, et il a décidé de devenir grand rabbin de France. Et il y en a d'autres qui décident de monter en Israël et de faire l'Alia. Certains deviennent combattants, par exemple, parfois complètement laïcs. Pourtant, ils ont tous cette même base d'être passés aux EI et d'avoir appris quelque chose sur leur identité, sur ce qui va les pousser à aller et devenir des adultes responsables, des citoyens du monde. Et donc, quel que soit leur parcours de vie, ils sont venus le puiser aux EI, ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre. Donc, dans cette petite boîte à outils, celui qui a besoin d'un tournevis, il prend un tournevis. Et puis... Et du coup, vraiment dans cet état d'esprit qu'on propose tout plein de choses et on y travaille à augmenter cette palette. Alors, on l'a fait grossir un petit peu, mais l'objectif est le même. À la fin, faire en sorte d'avoir des jeunes juifs engagés, juifs et juives d'ailleurs. Et je précise qu'en 2027, on fêtera les 100 ans des éclaireuses, puisqu'elles nous ont rejoints donc, en 2027. Au sein des EI, et donc on marquera le coup, et je vous invite d'ailleurs tous à être là en 2027 pour fêter ça avec nous. Et donc en tout cas l'enjeu est là, c'est comment on s'inscrit dans cette histoire, on s'en inspire pour pouvoir continuer et inspirer les jeunes. Voilà. Oui. Actuellement, combien d'adhérents vous avez en France? Alors, selon la police, les effectifs... Oui, mais avec BFM et la police, j'ai essayé de... Alors, les effectifs sont à peu près de 4000 adhérents. On compte, en fait, c'est là où la difficulté du mouvement. Bon, déjà, on récupère une situation où on a changé d'outil, il y a eu un joyeux bordel, mais ça aussi, on s'inspire de l'histoire. C'est dans l'histoire des EI, on est assez constant là-dessus, mais grosso modo, on a là, par exemple, sur les camps d'été, à peu près 3500 inscrits, à peu près enfants. On a à peu près 700 animateurs qui sont donc des bénévoles et qui animent tout ce beau monde. Mais il faut savoir que sur les dernières années, on a bien limité l'âge en fait, des adhérents. Et donc là où il y avait des adhérents un peu moins jeunes à l'époque, ça a aussi un peu évolué. Donc là, c'est vraiment... Il n'y a personne qui a plus de 21 ans dans ce compte-là. C'est quoi les adhérents? Les éclaireurs, vraiment, voilà, ceux qui... Il y a des louveteaux, donc ça commence à partir de 6 ans. Exactement. Je suis anglais, mais oui. moi en Angleterre, j'ai jamais connu votre mouvement. J'étais à the Jewish Lads Brigade, brigade des jeunes juifs. J'étais chez le scoutisme, mais il y avait tellement d'antisémites. Oui. Et là, j'ai rentré avec le Jewish Lads Brigade. Mais malheureusement, je ne savais pas que je suis Brigade, la brigade. Et alors exactement. Et donc là-dessus, c'est une particularité française. Ça veut dire que dans la plupart des autres mouvements scouts à travers le monde, en fait, il y a un seul mouvement scout du pays dans lequel il y a toutes les obédiences. En France, on a séparé les obédiences et on s'est rassemblés en fédération. C'est la fédération du scoutisme français. Et c'est pour ça qu'il y a une identité juive très forte. On a d'ailleurs une instance qui s'appelle l'International Forum of Jewish Scouts. Et donc, c'est justement un forum pour tous les scouts juifs à travers le monde à se rassembler, à créer des séminaires. Ça s'était un peu essoufflé sur les derniers temps et on a redémarré cette dynamique.
Donc là, en début d'année, en septembre, il y a justement 2 Anglaises qui sont venues sur un de nos stages pour pouvoir se rencontrer. Donc voilà, on est en plein dedans. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, d'abord, je voudrais remercier beaucoup Haïm d'avoir cité mes parents, Liliane et Théo Klein. Ça m'a beaucoup touché. Et juste une anecdote à propos de Moissac. Maman racontait comment elle était allée à Rivesaltes sortir deux petits garçons qui étaient dans un état déplorable. Elle les avait fait dormir à Perpignan la nuit. Ils avaient mouillé leur lit. Ils n'étaient vraiment pas bien du tout. Et elle les avait emmenés à Moissac, qui était aussi une maison où on réparait. On réparait ces enfants. Et à entendre tous les témoignages, on voit combien cette maison a été importante. Et pour continuer sur ce que tu viens de dire, en fait, l'esprit scout ne les a jamais quittés. Que ce soit Théo ou Liliane, chacun d'une façon très différente, mais cet esprit a perduré jusqu'à la fin de leur vie. Et je crois que c'est quelque chose qui les a beaucoup marqués. En plus, cette génération, très marquée par la Shoah, très marquée par ce qu'ils avaient vécu, et en même temps, une expérience de liberté extraordinaire aussi pour des jeunes, d'avoir pris la responsabilité de s'occuper de jeunes qui étaient à peine plus jeunes qu'eux. Et puisque les EI s'occupaient plutôt des adolescents, alors que l'OSE s'occupait des plus petits. Et vraiment, je suis ravi de faire ta connaissance et d'entendre ce que tu racontes sur le mouvement EI actuellement. En tout cas, Jérémy, je voudrais te dire qu'on est tous très fiers des EI et qu'on peut les applaudir pour tout le travail éducatif qu'ils font. Alors écoute, moi je ne résiste pas à raconter une anecdote que tu connais par cœur. Tu as dû l'écouter 56 000 fois, mais c'est pas grave. Les replays, c'est fait pour ça. C'est que je me rappelle d'un jour où ton père me raconte une anecdote. Il est président du CRIF et il a un rendez-vous avec Mitterrand. Et c'est une époque où, au CRIF comme ailleurs, tu sais, c'est toujours la guerre mondiale, tout le monde se dispute. Et donc, Mitterrand dit, mais monsieur le président du CRIF, mais comment vous arrivez à supporter tous ces juifs qui passent leur temps à se disputer? Et Théo a eu cette phrase magnifique que je cite souvent. Il a dit, mais je les aime, monsieur le président. Alors, on va écouter un nouveau témoignage. C'est Claude Biermann. Son papa s'est retrouvé, je crois, à 17 ans, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, à Moissac. Et donc, Claude, si vous voulez nous raconter. Bon, je vais essayer d'être bref, parce que ça pourrait être long. Ah bon, me dis pas ça, hein, parce que moi aussi je peux être bavard. Hein. Donc attention, il faut que je fasse attention quand même. Voilà, donc bon, quand j'ai vu cette invitation, ça m'a ému. Voilà. Donc évidemment, moi je suis jamais allé à Moissac d'ailleurs. Il faudrait peut-être que j'aille voir l'hôtel du Moulin. Hein. Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout ce que je sais, c'est oralement, par des bribes de mon père. Et quand on est gosse, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre, on ne pose pas assez de questions. Et puis après, on se rend compte qu'il est trop tard. Voilà. Donc, ce que mon père racontait, c'est que ils habitaient Montreuil. Comme beaucoup, la famille de mon père est arrivée de Pologne dans les années 20. Et je vous passe tous les détails. Voilà, d'abord mon grand-père, etc. Après, on l'a envoyé faire mon grand-père, et quand il est arrivé, il venait de Lodz. On l'a envoyé à Auch, hein, parce que les Juifs français fournissaient des certificats de travail. On l'a envoyé faire les vendanges à Auch. Il a attrapé une insolation. Il a été ramené en ambulance à Paris. Bon. Ça, je l'ai su très tard. Et après, il s'est caché dans un poulailler à Montreuil parce qu'il était sans papier.
Et il a réussi à s'installer dans la confection, comme tout le monde. Et ensuite, il a fait venir sa femme et mon père, qui à l'époque avait 8 mois, et une grande sœur. Et ils ont été refoulés à la gare de l'Est. Et donc, mon père a été élevé à Berlin. Il ne sait pas comment, par étapes, il se retrouve à Berlin, mais il se rappelait de la porte de Brandebourg. Et quand il a eu l'âge de 4 ans, là, mon grand-père s'était installé, il les a fait revenir. Voilà. Et donc, il a été élevé à Montreuil, boulevard Chanzy. Voilà. Donc, il parlait beaucoup de Montreuil, tout ça. Bon, on ne va pas développer ça. Dans ce quartier-là, tout le monde parlait yiddish. Hein, l'école était en yiddish, le cinéma en yiddish, le théâtre en yiddish, le bistrot. Voilà. Hein, et d'ailleurs, assez peu de temps avant sa mort, on est passé en voiture dans Montreuil. Et c'est un souvenir difficile. Il nommait les gens sur les balcons. Il dit, celui-là, il avait 5 filles qui étaient là, celui-là. Voilà. Comme dans une espèce de... Comme dans le film, vous savez, avec les fantômes, hein, comment ça s'appelle, de Winders, hein, les fantômes qui... Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu la rafle de 41, tout le monde connaît, où on a arrêté tous les hommes de 18 à 45 ans. Et beaucoup de mes amis ont perdu leur père à ce moment-là. Hein. Bon. Et donc, mon père, à moi, il avait 17 ans, et mon grand-père, 46. Oui. Voilà. Et ma grand-mère a dit, cette fois, c'est passé, mais la prochaine fois, ça ne passera pas. Et donc, alors, je n'ai pas connu ma grand-mère. Hein. Elle a réussi à envoyer son mari à le cacher dans le Loiret, grâce à des amis polonais catholiques. Et mon père, elle a réussi, et là aussi, c'est ce que Madeleine n'a pas raconté. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment la rue Amelot, vous, hein, je ne sais pas comment ma grand-mère, comment vous aviez 12 ans, comment on a fait pour vous emmener en 42 de Paris à Moissac. Ça, c'est si vous vous en souvenez. En tout cas, moi, je ne sais pas comment. Mon père, il avait, peut-être vous le raconterez après. Mon père, il était plus vieux que vous. Il avait 17 ans, et donc il s'est retrouvé à Moissac, mais il n'était pas français. Et quand il est arrivé à la porte, que je racontais tout à l'heure à monsieur, d'après ce que mon père m'a raconté, il a d'abord rencontré Chata. Il lui a dit, écoutez, on ne peut pas prendre les étrangers. Et donc, c'est son récit, il ne faut pas témoin. Donc, il ne savait plus quoi faire, il s'est assis par terre. De toute façon, lui, il ne comprenait déjà pas pourquoi il devait se sauver, hein, vous voyez, parce qu'on ne se rend pas compte, mais enfin, avec le temps, on comprend que beaucoup de gens n'avaient pas la conscience de tout cela. Ils ne savaient pas pourquoi on voulait le tuer. Ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait le tuer lui et pas les autres qui avaient son âge. Tout ça, souvent, il m'a dit ça. Bon. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'avant-guerre, il y avait des rescapés déjà qui venaient à la maison à Montreuil, des rescapés d'Allemagne qui racontaient, et les gens les écoutaient et ils ne comprenaient pas, quoi. Bon, bien. Et donc, à ce moment-là, Bouli est passé. Il a demandé ce qu'il faisait là. Et il a dit, ben voilà, je ne sais pas quoi faire. Et donc, il l'a emmené, et comme ça que mon père s'est retrouvé dans cette fameuse maison de Moissac. Hein. Donc, nous sommes en 1941. Voilà. Et après, comment dire, il y a des quantités d'anecdotes et de détails, vous voyez, qui racontait par-ci, par-là quand j'étais enfant. Hein, parce qu'il il est resté jusqu'à... Alors, d'abord, il est resté là, mais comme il n'était pas français, on l'a planqué chez des paysans. Hein, donc, il a beaucoup de souvenirs de la vie, et ça y est beaucoup plus, ça. La chasse aux sangliers, tout ça. Enfin, il a vécu avec les paysans, comme beaucoup d'autres juifs cachés vers Montauban, tout ça. Voilà. Il a vu un jour passer Jean Giono, il racontait des choses comme ça. Il a connu un tas de gens là, et bon, je ne vais pas être trop long. Et on l'a employé, lui, comme il était quand même... D'abord, il avait 17 ans, mais il était grand. Pour son âge, il était développé physiquement et tout. Et il ne s'est pas battu là, mais on l'employait pour accompagner, d'après ce qu'il m'a dit, les Juifs rescapés de Hollande, qui étaient arrivés jusque-là, et il les faisait passer en Suisse. Il a fait ça 4 fois. Et puis un jour, il est revenu, où il a dit, c'est fini. Alors, moi, je croyais que c'était en 42, vous dites que c'est en 43. Moissac a fermé,
Moi, je croyais que c'était en 42, puisque la zone libre a disparu en novembre 42. Mais Oui. je ne sais pas. Oui, fin 42, la zone libre est occupée, mais la maison perdure jusqu'en octobre 43. D'accord. Alors, quand la maison a fermé, on lui a donné des faux papiers et on lui a dit débrouille-toi. Et il a essayé, cette fois, pour la 5e fois, tout pour lui, de passer en Suisse. J'ai oublié là, le fameux endroit par où on passait. Là. Bon. Oui, Annemasse, exactement, très bien. Et là, il s'est fait prendre par les Français, qui l'ont ramené à Toulouse et qui lui ont dit « Monsieur, vos papiers sont faux. » Il savait quand même. Hein, et lui, il leur a dit bah, « Évidemment. Hein, bon, hein. » Et ils l'ont envoyé. Alors, je viens d'entendre le mot, c'était émouvant. Ils l'ont envoyé à Rivesaltes. Et là, il est resté à Rivesaltes quelques mois. Comment dire, avec d'autres jeunes. Au bout de 4-5 mois, il était quand même dégourdi. Hein, il est sur ses 18 ans. Il a réussi à s'évader de Rivesaltes avant d'être envoyé à Auschwitz, en se cachant dans des sacs de farine vides dans un camion. Les camions qui apportaient de la farine et qui repartaient, alors il s'était foutu dans les sacs de farine, et quand le camion a ralenti dans un virage, ils ont sauté du camion. C'est comme ça que lui et quelques autres, 2 ou 3, je ne sais pas, il ne m'a jamais parlé des autres, et là il s'est retrouvé à nouveau. Alors, il y a un détail important, après c'est la suite de son histoire. Après, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à retourner dans le Loiret, se cacher avec son père dans la forêt. Donc il a remonté, ça je ne sais pas comment. Mais il y a un détail qui concerne Moissac, c'est qu'au moment où, alors c'est peut-être en 1943, au moment où il y avait une RAF qui menaçait les ados étrangers de plus de 15 ans, j'ai lu dans la BD là, hein, les 10, mon père était l'un des 10. Parce qu'il m'en a souvent parlé. Il m'a souvent parlé de Lévrier, par exemple. Et en plus, Lévrier et Chatabouli, ce qui est terrible, c'est que j'aurais pu les connaître. Parce que mes parents les ont rencontrés après-guerre et tout. Mais quand on est gamin, moi je suis né en 51, et même quand j'avais 15 ans encore, je ne me rendais pas compte de l'importance de tout ça. Voilà. Et donc, comment faire? Où ils sont partis, ces 10, hein, de ce que mon père m'a raconté? Eh ben, c'est qu'en fait, le seul moyen d'échapper aux Allemands, c'était de ne pas rester en place. Et donc, ils ont voyagé. Donc, ils prenaient le train, ils sont allés à Nice, où ils sont cachés. Ils étaient cachés dans une cave à un moment. Elle racontait toujours cette histoire parce qu'il avait mal à une dent. Il a fait le coup de la porte. Il s'est arraché une dent dans une cave. Chaque fois qu'il doit raconter ça, quand on était gosse, on avait mal au cœur et tout. Le coup de la porte qu'on claque pour s'arracher la dent. Voilà. Et puis après, ils sont allés à Grenoble, par exemple. Hein. Ils circulaient en train pour ne pas être arrêtés. Voilà, jusqu'au moment où, quand ils sont venus à Moissac, on leur a dit maintenant, c'est la dispersion. Voilà. Et mon père, après, je termine, bon, ça c'est fini. Et donc après, il a vécu caché dans une ferme abandonnée près de Montargis avec son père, assez longtemps, hein, et plusieurs années jusqu'à la fin de la guerre. Là aussi, ils ont échappé beaucoup de choses. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est quand même pittoresque, c'est que le maquis du Loiret est venu s'installer dans leur ferme. Parce qu'ils cherchaient, eux aussi, des endroits. Et en fait, c'est une histoire terrible parce que, je raconte que celle-là, il y en aurait beaucoup d'autres, mais ce maquis venait de dévaliser un magasin de la milice pour s'habiller. Ils étaient tous habillés en miliciens. Et quand ils sont rentrés dans la ferme, mon père et mon grand-père ont cru que c'était foutu pour eux. Et de fait, les gars, en plus, c'était ce qu'on appelle le maquis. Hein. Je sais pas. Moi, après, il y a beaucoup d'histoires. Le maquis, c'est-à-dire quand même essentiellement des Espagnols, hein, dans le Loiret. Hein. Et les gars, ils sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait des gars dans la ferme. Il y en a un qui a dit, le vieux, là, fusillez-le, quoi, hein, parce que ça rigolait pas. Hein. Et mon père, à ce moment-là, qui est arrivé, il dit, il fait très bien la cuisine. Parce que mon grand-père était pâtissier de formation en Pologne. Voilà, et d'ailleurs, quand j'étais jeune, il nous faisait des gâteaux. Et donc, ils l'ont pris comme cuisinier, et mon père, ils l'ont enrôlé dans le maquis, ce qui fait que mon père s'est retrouvé dans le maquis du Loiret. Il a attaqué la gare de Sens, il a attaqué des camions, il a vu tous ses copains se faire tuer. Voilà. Et à la fin de la guerre, il a voulu s'engager pour partir avec l'armée française, et là, son père l'a retenu en disant ça suffit. Parce qu'entre-temps, comme il était débrouillard, il était allé à Montreuil, en pleine guerre, et il avait trouvé une lettre sous le paillasson à Montreuil, comme quoi sa mère, son frère de 5 ans et sa sœur de 10 ans
avait été embarqué à Beaune-la-Rolande et Pithiviers, et sa mère avait réussi à faire poster une lettre. On a la lettre, voilà. Il y a autre chose que j'ai, c'est que ma mère a retrouvé 60 ans après, c'est une histoire de fou, dans une armoire, et ma mère est morte. J'ai déménagé son appartement, mais je n'ai pas encore retrouvé cette liasse que j'avais quand même photographiée. La sœur de mon père, qui avait 10 ans, pendant tout le temps où il était à Moissac, de Montreuil, lui écrivait presque tous les jours, parce que c'était son grand frère, hein, et elle lui écrivait des lettres dans un français impeccable. Hein, elle avait 9 ans, 10 ans, et ça s'arrête la veille de la rafle du Veldiv. Et on a comme ça toute une liasse de lettres dont mon père ne savait pas quoi faire, et quand il s'est marié avec ma mère en 1947, il a donné la liasse, il a dit, il garde ça, elle l'a foutu dans un coin de l'armoire, et elle l'a retrouvé 50 ans après. Voilà. Et donc, et par contre, je l'ai lu, puis je l'ai rendu, et puis maintenant, il faut que je la retrouve dans ces papiers pour la donner au mémorial. Voilà. Donc, et la conclusion de tout ça par rapport à ce que vous venez d'entendre, c'est qu'évidemment, mon père a eu une immense gratitude à l'égard des EI, hein, qui lui ont sauvé la vie. Et donc, il s'y est pris un peu tard à mon goût, parce que ma mère ne lâchait pas ses gosses comme ça, mais il m'a mis, moi, aux EI quand j'avais 11 ans et demi. Hein, et donc, juste à temps pour participer au 40e. Comment? Quel château? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Le 40e, ah non, le 40e, on l'a fait en Lozère. C'est la seule fois de ma vie que je suis allé en Lozère. J'y ai passé un mois. Hein, et c'est un souvenir inoubliable. J'avais 12 ans. On faisait des marches de nuit. On voyait le soleil se lever sur la route. Et on s'est retrouvés une fois dans un café au Blémard, qui est la deuxième ville de Lozère, et avec les habillés en scout et tout. Et le type du bistrot, il a dit, qu'est-ce que vous avez? On a expliqué qu'on était scout juif. Et il a tourné autour de nous, et je ne plaisante pas. Hein, vous savez ça? Vous connaissez ça? Il est tourné derrière moi, il m'a dit, vous n'êtes pas juif, vous n'avez pas de queue. Et il ne blaguait pas. Voilà. Ça, c'était la Lozère en 63. Hein, ça ne s'oublie pas. Voilà. Hein. Par contre, la Verside, je connais, parce qu'en 66, quand j'étais après chef scout et tout, on faisait des week-ends à la Verside. Voilà. Voilà. Ouais. Non, mais ça n'est pas, c'est pas encore revenu. Bientôt, et les filles va le rappeler. Bon, je termine mon témoignage. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je suis resté aux EI comme scout jusqu'en 68, et puis un peu après. Et puis, j'ai eu la chance, bien longtemps après, comment dire, parce que je travaillais à l'Alliance, de faire de la formation pour les EI, mais ça, déjà aussi, ça fait longtemps. Voilà, je vous remercie. Je voudrais citer qu'il y a eu 2 mariages à Moissac, un en 1941 de Gilbert Ledervarger et Donov Suzanne, qui était la sœur de David Donov qui s'est fait tuer, fusillé à Lyon. Et Gilbert Ledervarger avait fabriqué des faux tampons avec des roues et des objets comme ça. Et ils se sont donc mariés en 1941 en présence de Chata-Simon. Et justement, ils n'appelaient pas la maison de Moissac, ils l'appelaient la maison d'évacuation. Enfin, il y a les témoins, donc elle est en présence de Chata-Simon, la maison d'évacuation. Le deuxième mariage, c'est Léon Fuchs et Lucie Donov, qui étaient aussi des EI très actifs et résistants. Léon Fuchs était un grand psychiatre et qui a fait des conférences de judaïsme. Il y avait tout un monde intellectuel qui ne pouvait plus travailler, qui s'est retrouvé à Moissac. Ils ont fait donc des conférences sur le judaïsme. Et eux, ils se sont mariés en 1943 à Moissac. Et les adresses correspondent
à la rue de la Concorde pour certains, le quai du Pont pour d'autres. Donc ces 2 mariages-là pendant la guerre, puisque tu as dit que ton père était né en 1944, donc il y a eu comme ça, à la volée, entre des animateurs des EI, 2 mariages. C'est des recherches qu'on a fait sur des familles de résistants du 11e arrondissement. Et entre autres, on a découvert ces 2 mariages-là. Je voulais les citer. Voilà, alors, Mazel Tov. Alors, si vous permettez, on va aborder la dernière partie de cette soirée, et on va aller dans un endroit invraisemblable, parce qu'on était dans le Tarn-et-Garonne, on était donc à Moissac, et là on va se retrouver dans les Alpes-Maritimes. On va se retrouver, alors ceux qui connaissent, c'est formidable, c'est donc vous téléphonez à un ami, vous faites 50-50. On va vous parler d'une ville où des Juifs ont été sauvés, qui s'appelle Beuil, que personne ne connaît. Et pour en parler, c'est Francine Sicurel, qui... bon, elle est de Strasbourg. Bon, oui, toi aussi tu es de Strasbourg, c'est ça? Oui. Il y a des lobbies ici, vous savez, on n'y comprend rien. Il y a des lobbies comme ça qui se mettent en place. Et donc, l'histoire que tu vas nous raconter, c'est une histoire qui commence à Nice, je crois. Oui, tout à fait. Bonsoir tout le monde. C'est un peu tard et je vais essayer de ne pas être trop longue. Merci à l'Écuge de m'avoir invitée. Et si je parle ici, c'est parce que je témoigne pour mon père. Mon père, Jacques Vienner, a écrit un livre qui est en cours de publication et qui retrace les années niçoises de 39 ou de 40 jusqu'à 45. Ce qui m'a frappé dans l'écriture de mon père, c'est qu'il met l'accent sur les petits gestes qui sont des grands gestes et qui ont fait que ma famille, enfin en tout cas du côté paternel, a pu être sauvée. Et constamment son livre est une relation, reprend ces gestes, je dis petits gestes, mais ce sont des grands gestes qui ont permis leur survie. Le mot aussi qui apparaît très souvent dans le livre de mon père, c'est le mot chance. Et j'ai pensé que c'était à la fois, quand je lis ce que mon père a traversé, c'est à la fois la chance, mais aussi la capacité à saisir la chance. Si j'ai un peu le temps, je vous raconterai 2 ou 3 choses qui sont intéressantes parce qu'on a micro-décisions à prendre et on prend ou on ne prend pas. Donc c'est à la fois des circonstances, la chance et la possibilité de le saisir. Il y a un autre mot que je voudrais aussi prononcer avant d'aller un peu plus loin vers Nice et vers Beuil, c'est celui de héros anonymes. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui se sont trouvés sur le chemin de mon père et qui fait que mon père s'est toujours demandé pourquoi il était là, et au fond pourquoi moi je suis là, parce qu'il a eu de la chance et parce qu'il y a eu ces héros anonymes. Alors, la famille de mon père est de Strasbourg. Strasbourg est évacuée en 1939, dès la défaite. Et beaucoup de Strasbourgeois vont se réfugier en Dordogne, à Périgueux. Ça, vous connaissez certainement. Mais la famille de mon père choisit d'aller à Nice. Et donc, ils vont passer toutes leurs années de guerre à Nice. Il faut voir, je vais très vite, il faut voir qu'à Nice, il y a 3 périodes. Il y a la première période qui est la période de Vichy, si vous voulez. Nice est en zone libre, mais les lois raciales s'appliquent. C'est pas très facile. Les Juifs étrangers sont pourchassés et c'est pas très facile. Arrive une période où ce sont les Italiens qui prennent le contrôle des Alpes-Maritimes parce qu'il y a eu le débarquement des Alliés en Afrique du Nord et les Italiens arrivent. Et pendant ces 9 mois où les Italiens arrivent, donc jusqu'en septembre 1943, c'est mon père, je me fais le porte-voix de mon père. Mon père décrit la vie à Nice comme une vie quasiment paisible.
Bien entendu, on est au courant de tout ce qui se passe. Et à plusieurs reprises, mon père rend hommage aux Italiens qui n'ont pas appliqué les lois raciales et qui se sont opposés à l'arrestation des Juifs. Et je voudrais me faire aussi le porte-voix de cette reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis des Italiens. Mais 43, en septembre 43, c'est la fin parce que un armistice est signé, les Italiens signent un armistice avec les Alliés, c'est terminé, les nazis arrivent, et c'est ça, vous le savez certainement, c'est en septembre 43, Alois Brunner arrive, et c'est terrible. Les Juifs sont pourchassés partout, où qu'ils soient, y compris dans les crèches, il n'y a aucune pitié, et il faut absolument s'échapper. Que faire? Là, je vais essayer d'être très brève, mais c'est une histoire tellement rocambolesque que j'ai quand même envie de la raconter avant qu'ils aillent à Beuil. C'est que mon père est arrêté tout de suite. Le 12 septembre 1943, les Allemands sont arrivés, je crois, le 10 septembre. Le 12 septembre, mon père est en train de chercher une cache pour sa famille, avec sa sœur et avec un autre monsieur. Et à peine marche-t-il près du Vieux-Nice, deux Allemands surgissent, ils sont arrêtés. Et il y a un des personnages qui est avec lui qui file, qui court. Les Allemands tirent, mais n'arrivent pas à ne l'atteignent pas. La sœur de mon père qui marchait, dit mon père est assez amusant dans ses récits, qui marchait sur des très hauts talons qu'on pensait un peu derrière, s'éloigne, comme s'il n'était pas concerné par cette rencontre, mais mon père est arrêté. Et il est arrêté dans cette grande rafle où on emmène tous les Juifs à la grande synagogue de la rue de Loy. Et là, c'est des faits qui sont connus. Tous les Juifs sont rassemblés. Mon père raconte le silence. Il y a toute la nuit, ils sont là. Et ça m'a frappé ce mot de silence. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de révolte. Ils s'attendent, ils sont là. Et au petit matin, par une porte qui n'est pas une porte dérobée, une porte ouverte à côté de la porte centrale, 3 ou 4 personnes sortent de la synagogue. Et mon père a 3 secondes pour se demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? J'y vais ou j'y vais pas? Mon père, qui m'amuse beaucoup, dit qu'il va prendre sa veste, et qu'il décide d'y aller. Et donc, 3 ou 4 personnes sortent. Mon père sort derrière. Et là où je veux parler d'un héros anonyme, j'y arrive, c'est que là, il y a un policier français qui surveille cette porte étrangement ouverte et qui fait semblant de ne pas les voir. Donc, mon père file. Après, il a appris que l'ensemble des personnes qui ont été raflées dans cette synagogue ne sont pas revenues. Hein, c'est bon. Et que personne n'est plus sorti par cette fameuse porte, étrange porte. Et évidemment, il s'est beaucoup posé de questions sur ce policier français qui était là, pourquoi on l'a laissé, pourquoi il a laissé partir les gens. Après ça, c'était fichu. Les Allemands étaient là, il fallait absolument se cacher, on ne pouvait pas rester à Nice. Mes parents étaient là, et la famille de mes parents était là depuis 40, donc ils étaient là déjà à Nice depuis 3 ans, il fallait trouver où aller. C'est là qu'on va arriver à la commune de Beuil. Et autre héros anonyme, ils ont des voisins qui habitent au-dessus de chez eux, monsieur et madame Rostand, qui leur disent vous pouvez aller à Beuil parce que là-bas nous connaissons quelqu'un, nous connaissons les gens et vous serez accueillis. Alors Beuil, c'est une petite commune qui est à 80 km de Nice, qui est à peu près à 1200 ou 1300 mètres d'altitude. Et mon père, avec ses parents et sa sœur, aussitôt, sans prendre de bagages pour ne pas montrer qu'ils partent, monte à Beuil. Hein. Et moi, je dirais que monsieur et madame Rostand, et on se dit, qui ont simplement dit aller à Beuil, font partie de ces héros anonymes qui ont fait, qu'ils ont pu sauver les parents, parce que sinon, où aller? Vous savez combien de Juifs ont été arrêtés dans les Alpes-Maritimes, à Nice, à Saint-Martin-Vésubie. Ils sont montés à Beuil, qui est une petite commune de 200 habitants, c'est tout petit. Et là, ils ont été accueillis, ils ont découvert rapidement qu'il y avait d'autres familles
juifs qui étaient accueillis, certains dans un hôtel, certains dans un appartement. Mais mon père et ses parents et sa sœur ont eu un petit appartement, ainsi que son frère et la petite cousine qui s'appelle Michel Kahn et qui est une écrivaine connue et qui a aussi raconté cette histoire de Beuil dans l'un de ses romans. Et pendant 1 an, ils sont restés à Beuil, je dirais, non pas cachés, vivant ouvertement. On enseignait même aux enfants, ils allaient un peu à l'école. On leur a donné des cartes de ravitaillement. Vous savez, les Juifs n'avaient pas droit de cartes de ravitaillement. Donc, un préposé de la mairie leur a donné des cartes de ravitaillement. Et ils ont vécu 1 an à Beuil. Et comme Beuil est tout en haut de la montagne, ils pouvaient surveiller, avec une route, ils pouvaient surveiller et voir s'il n'y avait pas un convoi de la Gestapo qui montait. Il n'y a pas eu tellement de convois, mais quand il y avait un danger, on les prévenait et couraient se réfugier dans ce qu'on appelait les granges, enfin dans la forêt, et ensuite ils revenaient. Et on peut dire qu'il y a eu une espèce de protection collective, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune dénonciation. Il y aurait pu y avoir une dénonciation. Il n'y a eu aucune dénonciation, aucun mot. Les familles... Alors, il y a des familles qui sont restées pendant 1 an. Il y a des familles qui passaient ensuite en Italie. Il y a eu plusieurs... Et Beuil, ensuite, je ne vais pas trop quand même monopoliser la parole, des années... Les Beuil sont des gens très taiseux, qui n'ont pas beaucoup parlé. Et c'est des années plus tard, alors qu'un historien au nom de Michel Rémy, qui habitait qui avait une maison, une résidence secondaire ou pas secondaire dans la commune, a découvert la plaque, dont Chaim va peut-être vous la lire, la plaque qui commémore le fait que Beuil a accueilli des Juifs. Il y a eu ensuite une exposition sur Beuil comme petite ville de résistance, et c'est en 20 ou 21 que Beuil a rejoint le réseau des villes et villages des Justes, quelque chose qui est assez récent, et qui a eu une cérémonie, et voilà, et c'est émouvant. Personne ne connaît Beuil, sauf maintenant, vous connaissez Beuil, et on va se dire qu'on a envie d'aller à Beuil, mais ça monte, hein, ça tourne. Prochaine vacances. C'est à côté de Valberg, hein, c'est très beau, hein, c'est la montagne, c'est très beau, mais c'est escarpé d'y monter. Hein. Voilà, je ne sais pas si... Merci. Vous savez, moi, ça me fait penser aussi à quelque chose qui est que un grand nombre de Juifs de France ont été sauvés de la Shoah. Et parce qu'il y a eu effectivement des gens anonymes, des justes, des gens formidables. Et justement, comme tu le disais, Francine, je vais vous lire le texte de la plaque qui se trouve à Beuil, qui dit la chose suivante. Passant, souviens-toi que face à la barbarie nazie et à la collaboration massive de l'État français de 1940 à 1944, des femmes et des hommes qui ont voulu rester anonymes ont sauvé des Juifs, bravant les risques encourus, et ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Ce fut le cas de ce village de l'été 1943 à l'été 1944. Une centaine de Juifs ont été hébergés, cachés et sauvés à Beuil. Extraordinaire. Alors, avant de conclure cette soirée qui est au-delà du magnifique, parce que on a eu des témoins. Vous étiez là ? Vous étiez là et vraiment ça nous a profondément bouleversé le cœur. Alors, je vais te poser une petite question. On s'est vu en 2024 pour la Shoah par balle. On s'est vu cette année pour la Maison des Enfants. Et en 2026, qu'est-ce que tu nous prépares ? Non, mais je me renseigne, hein, c'est tout. Je me renseigne.
Oh, la maison des enfants, je trouve c'est positif. Après, je me tourne vers mon éditeur. Hein. C'est lui qui a entre les mains éventuellement d'autres projets à évoquer. Je la sens heureuse. Oui, elle est souriante, c'est rassurant. Oui, elle est souriante. Elle est souriante. Non, je ne sais pas. Jamais 203, effectivement, dans cette dynamique. Et puis, fort de ces témoignages qui nous redonnent de l'énergie et qui rappellent que le passé est encore bien vivant. Et le fait que vous ayez raconté ces anecdotes, ces souvenirs, eh bien voilà, le passé revit, le passé est transmis aux nouvelles générations. Nous en sommes à notre tour les témoins, et c'est ça qui doit nous inciter à regarder l'avenir malgré les mauvaises nouvelles de manière positive. Donc moi je vous remercie parce que je crois que vous n'auriez pas été là. Bon, nous ne sommes que des maillons, mais je vous remercie d'avoir apporté aussi cette étincelle de vie, d'espoir, et qui nous fait du bien à toutes et à tous. Alors, juste un petit dernier mot, avant que ton éditrice soit définitivement heureuse et que tous les bouquins soient vendus. Il n'y a pas de carton à rendre, non? Ça va, c'est bon. Hein, donc, non, là-haut. Ici, on ne parle pas d'argent. On parle que de mémoire. Alors, je voudrais vraiment vous remercier parce que vous tous, vous nous avez offert une soirée comme on ne l'aurait jamais imaginé, tu vois. Et vraiment, je voudrais vous applaudir et vous remercier. Et si vous permettez, je voudrais terminer par vous citer Robert Gamson. Comme vous le savez peut-être, Robert Gamson a fait son alia en 1949 et malheureusement, en septembre 61, il s'est noyé à côté de Rishon LeZion. Et il avait fait un dernier camp, un dernier séminaire à l'été 61. Et il y a cette phrase que je voudrais vous lire et que je fais mienne. Robert Gamson avait dit « Soyez ce que vous êtes et soyez-le à fond. Faites ce que vous devez faire et faites-le bien. En 2025, on continuera. » Merci.